Monsieur le Président Adama Barrow, Président de la République sœur de Gambie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre des Armées de la République française, chère Florence, Madame la sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge du département du maintien de la paix, Monsieur le Président Pierre Bouyoya, haut représentant de l'Union africaine au Sahel, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'Afrique de l'Ouest, cher Ibn Chambas, Madame la procureure générale de la CPI, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation venus des pays amis qui soutiennent ce forum sur la paix et la sécurité en Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, distingués participants en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes pour cette 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je remercie en particulier mon frère, le président Adama Barrow, qui mérite vos pour l'amitié qu'il nous fait en honorant ce forum de sa présence. J'avais sincèrement voulu que le forum de Dakar se tienne sans la présence des chefs d'État, après les 4 premières éditions. Puisque je sais toujours qu'avec les chefs d'État, le protocole est lourd, on perd beaucoup de temps, mais c'est utile, bien sûr. Mais je veux que les participants soient totalement à l'aise pour exposer, échanger. C'est la raison pour laquelle il n'est pas mauvais d'avoir un chef d'État invité d'honneur, mais que véritablement les discussions soient faites entre les participants venus d'horizons divers, des milieux des armées, des milieux de la sécurité, mais aussi des milieux diplomatiques et des milieux gouvernementaux et surtout des organisations non gouvernementales, des ONG et la société civile. Merci donc, cher Adama. Et je voudrais dire que ce forum a été initié au lendemain du sommet de l'Élysée de décembre 2013 pour nous retrouver et pour réfléchir ensemble sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, en relation naturellement avec le développement. Je remercie ainsi tous les pays et institutions partenaires pour le soutien qu'ils continuent d'apporter au Forum de Dakar. Je veux citer notamment la France, le Japon, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Chine, la Fondation Konrad Adenauer, l'UMOA, l'Inde et la Suisse. Ça veut dire que c'est un forum vraiment soutenu de par le monde. Et c'est la preuve que la paix et la sécurité en Afrique restent au cœur de nos préoccupations communes. Les menaces directes ou indirectes transcendent les frontières. Nous sommes tous exposés. Plus personne n'est individuellement à l'abri. Et chaque pays est une cible potentielle. Face aux menaces, la coopération entre États ne se pose plus comme un devoir de solidarité, mais bien comme un impératif d'intérêt commun dont la prise en charge conditionne tout ce qui reste, y compris les tâches de développement économique et social. La paix, la sécurité et la stabilité sont les préalables du développement. Et en retour, le développement fortifie les bases de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
C'est ce lien que nous voulons mettre en évidence par le thème de cette 5e édition. Paix et sécurité en Afrique, enjeux de stabilité et de développement durable. En dépit des progrès réalisés dans la pacification et la stabilisation du continent, nos défis restent importants, qu'il s'agisse du terrorisme ou d'autres formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic d'armes et d'êtres humains par les réseaux de la migration clandestine. Ces facteurs, mesdames et messieurs, ajoutés au péril du changement climatique, de la sécheresse, de la désertification, rendent encore plus vulnérables les stratégies de développement économique et social. Face aux défis sécuritaires, notre premier devoir est de faire en sorte que nos États restent forts et résilients. J'insiste là-dessus, il faut que nos États restent forts et résilients, à la fois dans leur capacité de dissuasion, de prévention et surtout de réaction. Nos États doivent rester forts et résilients parce que quand l'État est affaibli, il perd sa fonction protectrice. La confiance de ses populations et celle de ses partenaires. De plus, tout ce qui fragilise l'État et ses institutions accroît en même temps les risques de rupture de la paix, freine le processus de développement et met en péril la justice et les droits humains fondamentaux. Car en définitive, les forces du mal qui attentent à la vie prospèrent là où l'État est fragilisé, pour ne pas dire défaillant. Or, ne l'oublions pas, le premier droit fondamental de l'homme, c'est le droit à la vie. Il faut d'abord vivre pour aspirer à la liberté, à la démocratie et au développement. Et dans une société organisée, dont les membres sont liés par le contrat social, seul l'État peut être garant de l'ordre et de la protection des personnes et des biens, qu'ils soient nationaux ou étrangers. C'est pourquoi en Afrique, comme ça se fait ailleurs, l'État doit se donner les moyens d'assumer pleinement ses missions régaliennes, au premier rang desquelles la paix, la sécurité et la stabilité face aux menaces. Nos États sont tenus de s'équiper et de se doter de forces de défense et de sécurité suffisamment formées et entraînées. L'exercice de ces prérogatives peut être renforcé par la coopération et le partenariat. C'est en cela que je salue le soutien de nos pays partenaires, y compris jusqu'à cette initiative, la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité, sur les nouvelles missions des opérations de maintien de la paix en Afrique, malgré les efforts de l'ONU, qu'il faut saluer, malgré la présence de Barkhane, qu'il faut saluer également, avec les résultats obtenus, on voit qu'il y a un problème d'articulation et d'efficience. C'est dire que lorsque les troupes des Nations Unies sont réduites à rester dans les camps et en attendant que des ordres viennent de New York ou d'ailleurs, pendant que les malfaiteurs s'en donnent à cœur joie, il faut revoir la nature de la mission. C'est une question simplement de bon sens, à notre avis. Il va falloir malheureusement prendre en charge l'imposition de la paix. Ça, il faut des forces pour cela. C'est la philosophie même de la mission de maintien de la paix qu'il faut oser remettre en cause.
et discuter selon les cas et selon les situations en Afrique, particulièrement dans le Sahel. Si nous ne voulons pas remettre en cause, je crois que l'objectif de ce forum, c'est de lever les tabous, d'aller au fond des choses, de dire à l'ONU, voilà ce que le forum de Dakar pense et voilà ce que les pays pensent. Nous avons plus de 10 000 casques bleus au Mali. Il n'est pas normal qu'avec 10 000 casques bleus, avec la force Barkhane, qu'il continue d'y avoir des forces qui perturbent le pays. Ce n'est pas logique. Quelque part, il y a des choses qu'il faudrait corriger. Je ne sais pas, ça appartient aux experts, militaires et diplomates, de nous dire ce qui ne va pas. C'est pareil en RCA, c'est pareil en RDC. Depuis 1960, l'ONU est au Congo. Un problème. 60 ans. Donc, je pense que ce forum gagnerait à nous donner des orientations, des indications qui pourraient nous permettre d'avancer. Et c'est l'essence même de ce forum de Dakar. Bien sûr, j'ai parlé du rôle régalien de l'État, ce qui n'enlève pas le rôle fondamental de la société civile à travers les ONG en particulier, qui agissent dans le domaine de l'humanitaire, dans l'éducation, dans la santé. On a vu le rôle de ces humanitaires avec les crises comme Ebola. Aujourd'hui même en RDC, leur action est fondamentale pour permettre la distribution des médicaments, mais aussi pour permettre aux équipes médicales d'accéder au niveau des populations les plus reculées. Face aux menaces, nous devons aussi poursuivre le combat pour l'éveil des consciences par l'éducation et la formation. Une autre dimension fondamentale et un autre rempart. Là aussi, l'État est interpellé, puisqu'il s'agit de mobiliser les financements nécessaires à cette mission de service public. Et ça a été l'objet de la 3e conférence internationale de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation, qui a été tenue ici même à Dakar le 2 février dernier, qui a été co-parrainé par la France et le Sénégal. Des engagements à hauteur de 2,3 milliards de dollars ont été mobilisés pour un objectif de 3,1 milliards. Il est important que cet élan de solidarité en faveur de l'école soit maintenu, parce que l'éducation et la formation rendent la jeunesse plus difficile à manipuler et moins vulnérable aux idéologies extrémistes. Mais ce combat engage également la famille. Par l'éducation à la culture de la paix, au respect de la diversité, la famille doit contribuer à ériger les premiers remparts contre la manipulation des consciences. Ensuite, il y a la problématique de la surveillance de l'Internet et de la répression de certains de ses usages. On est toujours très sensible lorsqu'on parle de la liberté, surtout sur le net. Mais aujourd'hui, force est de constater les risques qui existent dans le monde cybernétique. Elle mérite donc cette surveillance d'être posée sans détour, parce que la cybercriminalité est en passe de devenir une arme de destruction massive des sociétés et des valeurs qu'elle porte. Des garde-fous s'imposent. Je me réjouis à cet égard de l'inauguration dès demain, ici à Dakar, de l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale, fruit également d'un partenariat franco-sénégalais. Je voudrais remercier la France. Votre collègue Jean-Yves Le Drian sera là de cet après-midi pour ouvrir demain l'école avec des collègues sénégalais. La formation d'experts sénégalais et d'autres venus de pays africains pourront être assurés dans le cadre de la prévention et de la répression de la cybercriminalité. Mais à l'évidence,
tous nos efforts seront vains sans un développement durable, inclusif et équitable. La paix, la sécurité et la stabilité fleurissent dans le jardin de la justice sociale et de l'équité territoriale. Une croissance sans justice sociale fait le lit de toutes les frustrations. Et les zones défavorisées, urbaines comme rurales, deviennent des déserts économiques où ne poussent que la colère et les tentations les plus désespérées, y compris l'immigration clandestine. Dès lors, il y a urgence à développer des programmes spécifiques en faveur des jeunes et des zones déshéritées pour valoriser leur potentiel productif, développer le sentiment d'intégration sociale et minorer les flux migratoires illégaux. Sous diverses formes, les pays africains sont engagés dans cette dynamique. Il faut le souligner. Nous le faisons au Sénégal à travers le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, tout comme le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, PUMA, en apportant aux zones cibles des infrastructures et services de base, pistes de désenclavement, équipements pour les femmes, eau, électricité. Nous soutenons en même temps la création de fermes familiales, de domaines agricoles communautaires et de projets dédiés aux jeunes et aux femmes avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide. J'invite l'Alliance pour le Sahel à appuyer les initiatives locales dans les pays africains suivant des procédures et mécanismes simplifiés répondant à l'urgence des situations. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi parler de l'Afrique qui travaille et qui réussit. On parle souvent, trop souvent même, de l'Afrique qui ne marche pas, l'Afrique des conflits, l'Afrique de la faim, des maladies et de la migration clandestine. Nous sommes conscients de ces défis et même avec leur part d'exagération, nous en sommes conscients. Mais pour soutenir la paix, la sécurité et le développement, parlons aussi plus souvent de l'Afrique qui marche. De Mombasa à Dakar, du Caire au Cap, il y a une Afrique debout, qui marche et dont les taux de croissance sont régulièrement supérieurs à la moyenne mondiale. Parlons de cette Afrique où les gouvernements sont à la tâche, où une jeunesse vibrante et créative innove, entreprend et réussit, où des millions de travailleurs, hommes et femmes, se lèvent tôt et se couchent tard pour nourrir, éduquer et soigner leur famille à la sueur de leur front. Une Afrique où des hommes et des femmes d'affaires prospèrent, investissent, créent des emplois et de la richesse. Parlons de cette Afrique qui réclame des contrats justes et équitables entre l'investisseur et le pays d'accueil. Une Afrique qui demande le paiement de l'impôt là où la richesse se crée, c'est-à-dire là où on extrait les richesses minières, pétrolières, gazières, qui lutte pour la bonne gouvernance, qui lutte contre l'évasion fiscale et autres flux financiers illégaux, afin de mobiliser justement ses propres ressources pour le financement de son développement.